Bonjour à tous, je m'appelle Yacine Rezghi, je suis développeur advocate chez Google et aujourd'hui on va parler de Declarative UI. Euh, 2 secondes, juste une petite phrase en anglais, il est où notre ami de JetBrains? Euh, Hey, so initially I thought the talk was gonna be given in English, but you're the only person who talk English here except the rest of the French people around you. So unfortunately it's gonna be in French, but the slides are in English, don't worry. Pour les autres, on ressort les Where is Brian et compagnie. Hein. Euh, j'ai pas présenté, je pense, c'est pour ça le problème. Ok. Je suis Android Developer Advocate chez Google à Londres. J'ai rejoint Google, ça fait à peu près 1 an maintenant. Et il y a un truc où je dois vous avouer, c'est qu'avant, j'étais développeur front-end JavaScript. Mais dans ma voie de rédemption, je suis revenu vers l'Android. Bon, je suis pas revenu, je suis venu pour la première fois. Je faisais pas du tout l'Android avant. Et quand j'ai rejoint Google, j'ai commencé à prendre le cours sur Udacity, comme je crois qu'il y a une personne qui a fait ça ici, sûrement d'autres. Et j'ai commencé à faire ça en Java. Et c'était chaud. C'était chaud parce que je suis pas du tout habitué à faire ça. La dernière fois que j'avais touché du Java, c'était à l'université. On n'était pas potes, il m'aimait pas, je l'aimais pas, et ça m'a fini. Ici, l'idée de pourquoi j'aime pas Java en soi, dans l'Android, hein, Java c'est un super langage, il y a beaucoup d'avantages, beaucoup d'inconvénients aussi, mais c'est surtout que pour écrire du code qui va prendre vos listeners, vos callbacks, pour répondre à des événements avec votre vue, c'est juste dégueulasse, quoi. C'est pas possible d'écrire du code comme ça. Je peux comprendre qu'à l'époque ça avait du sens, mais maintenant on peut pas faire ça autrement qu'avec du Kotlin. Et j'avais de la chance, je suis parti voir mon manager, je lui ai dit hey, Kotlin c'est cool, hein. Je peux quand même l'utiliser, il m'a dit vas-y. Et depuis ça va, j'ai choisi de rester dans cette compagnie. Pensez-y, si vous avez des gens qui quittent votre boîte, c'est pas parce qu'il y a un meilleur salaire, c'est juste parce que vous les laissez pas faire du Kotlin. C'est pour ça. Alors, après avoir à peu près compris comment marche Kotlin, j'avais fait un peu avant du TypeScript, du Swift, donc on reste quand même sur un langage assez moderne, assez facile à écrire, assez concis, pratique. Je me suis dit, bon, c'est bon, je peux updater mon LinkedIn, je suis expert en Android maintenant. Et après, on m'a dit, pour l'Android UI, c'est tout simplement, tu vas avoir ton fichier XML, ton fichier layout, tu vas l'éditer. Mais donc voilà, si vous voulez mettre vos propres couleurs, n'oubliez pas de les mettre dans un fichier colors.xml. Donc si vous avez votre propre nom, comme ça, vos designers sont hors règle avec votre implémentation d'un fichier sketch, vous mettez vos propres couleurs dans un fichier dédié. Mais aussi, si vous avez votre propre style, il faut l'ajouter dans le style.xml. Donc on avait déjà le layout, maintenant on a le colors.xml et on a aussi le style. C'est pas fini. Si vous avez votre propre thème, parce que pas tout le monde ne veut avoir le matériel design thème, pourquoi vous ne voulez pas l'avoir? Mais bon, il y a chacun ses raisons. N'oubliez pas le thème.xml. Et vous avez sûrement des éléments de votre UI qui sont similaires, qui sont réutilisables dans d'autres écrans. On met ça dans un fragment, comme le dit bien la doc et compagnie. Et ça, il faut le mettre dans un fragment layout.xml. C'est pas fini. Si vous avez un menu, par exemple le bottom navigation ou un petit menu sur le côté, vous avez aussi votre quelque chose underscore menu.xml. Donc moi, quand on m'a dit c'est simple, j'ai dit non, ça l'est pas, ça l'est pas du tout. Ah oui, et si vous avez votre propre composant qui prend des attributs, donc des paramètres spécifiques, ne pas oublier le attribute.xml. Et j'étais là, non, React, reviens. Pour les gens qui ont fait du React, on peut détester autant qu'on veut le JavaScript. Et le web, React, c'était une bouffée d'air. Et ici, je ne la retrouvais plus sur Android. Donc côté API, on avait quand même, on écrit du Kotlin, un langage encore une fois bien et compagnie, mais là, on a quand même un super gros legacy. Mais après, je ne peux pas trop blâmer l'équipe Android, pour être honnête, parce qu'à l'époque, Android, ça a été fait, du moins le UI framework, il a été fait pour ce téléphone-là. Ce téléphone-là, il avait 80 MHz, les gars. Et les meufs aussi. 80 MHz. Donc, on était, je crois, en 2008 ou 2007, parce que c'était encore en prototype. On avait simplement 64
mégas de RAM. Il ne faut pas oublier que le système prend quand même une partie de ça. On n'avait pas de GPU. Et ici, la taille de... J'ai pas le petit screenshot, mais pour des personnes qui ont pu voir le talk de Romain qui a été donné à la Google I.O., c'est l'équivalent maintenant sur un Pixel... C'était sur un Pixel 3 ou 2, mais l'équivalent, c'est la taille du Nikon maintenant. Donc, toute l'architecture, toute l'ingénierie qui a été faite autour de ce UI framework, c'était pour gérer la taille du Nikon actuel. Et ce même framework, il a été mis à jour constamment pour pouvoir répondre aux besoins de l'évolution de l'écosystème Android. Et maintenant, on a 8 cœurs, 6 Go de RAM, de quoi se faire plaisir, mais on a quand même un UI framework qui est censé marcher de la même manière. On a bien sûr amélioré, on a ajouté les support libraries, Jetpack, vous connaissez toute l'histoire, mais il ne faut pas oublier ce legacy. C'est pour ça que c'est un peu violent à écrire. C'est tout simplement qu'il y a autant de legacy, et 10 ans dans le monde mobile, c'est la préhistoire au temps moderne, quoi. Donc, c'est 2019, on a quand même eu le temps d'évoluer, on a pu voir des trucs intéressants sortir sur le côté, mais en tant que développeur Android, ouais, maintenant j'essaie de faire partie de la team et compagnie. On se dit, ouais, mais React Native, casse-toi, PhoneGap et Cordova et tes trucs restent de côté, nous on veut du natif. Mais c'est une chose de préférer du natif, donc avoir une expérience native, en ayant accès à tous les outils et les fonctionnalités qui sont proposés par la plateforme. C'est une autre de se mettre en souffrance juste parce que l'outil ne répond pas à nos besoins. Bon, là, c'est plutôt de la faute de ma boîte, mais je ne peux pas vous en vouloir. Alors, le web, il a déjà commencé à muter, en fait. On ne se rend pas compte, mais le web, c'est plus l'époque du jQuery ou du DHTML ou de la petite balise Blink ou Flash de l'époque. Le web a déjà évolué dans le sens où on a des composants maintenant, des librairies, des frameworks qui permettent de structurer une web application complète qui n'était pas possible avant. Il y a certaines personnes encore dans le monde du web qui sont contre les librairies. Moi, j'écris du JS à la main, sans coloration syntaxique, avec VI, puisque je suis un hardcore. Chacun peut avoir sa vision des choses. Mais ici, c'est plus l'idée, un site web simple ne devrait pas avoir un React. Je veux dire, pour gérer tout simplement un formulaire, on ne devrait pas avoir comme bagage autant de librairies. Quand je vais sur un site de presse, s'il y a des gens qui travaillent dans un site de presse, coucou, avoir une simple page web qui affiche du contenu, certes multimédia, avoir presque 2 ou 3 mégas de JavaScript, c'est pas possible. Et de ce côté-là, c'est tout à fait compréhensible. Par contre, quand on a des applications complètes, je veux dire comme Google Doc, Gmail, je sais qu'il est lent, je suis désolé, et d'autres applications web où on a toute une logique métier disponible sur le web, donc sans client lourd, c'est là où on peut comprendre que la technologie atteint ses limites, et ces librairies-là, ces frameworks-là nous permettent un peu d'avoir une abstraction, de ne pas avoir à gérer tous les soucis qui sont donnés par le DOM, tous les soucis qui sont donnés par les différentes versions de JavaScript, parce que oui, il y a différentes versions de JavaScript qui sont supportées par plus ou moins différents navigateurs. Toute cette partie-là devrait être abstraite. Et c'est pour ça qu'on a eu des frameworks, et je pense le plus influent, ça ne veut pas dire que c'est le meilleur, même si je pense honnêtement que c'est le meilleur. React, ça a été le premier à... Le bouton ne marche pas? Ah, ok. React, ça a été le premier qui a ramené cette vision des choses. Alors, encore une fois, ce n'est pas un concept nouveau, les React Declarative UI, il y a eu déjà d'autres expérimentations qui ont été faites avant, je vais en revenir un peu plus en détail après. Mais pour le web, la première fois, moi, que j'ai vu du React, je me dis, c'est pas possible. Écrire du XML dans du JavaScript, on a déjà assez torturé le langage, faut pas l'ajouter en plus, quoi. Mais en y réfléchissant, en fait, c'est tout simplement l'idée que votre UI, de la même manière que votre logique, devrait être considérée comme du code, devrait être revu comme du code, devrait être validé comme du code, et devrait tout simplement être traité comme du code. La manière dont on a créé les UI sur du mobile ou autre, a été principalement sur le prisme de, on a des fichiers PSD, c'était ça à l'époque, hein. On est passé plutôt sur du Sketch, Figma et autres actuellement. Et à partir de cette spec, en fait, on va créer notre UI. Donc c'est pour ça qu'on a énormément d'outils qui se rapprochent plus du côté designer que du côté développeur. Mais le problème, c'est que ça atteint cette limite. Je ne sais pas si vous pouvez regarder un peu les exemples d'applications. De base, pour un designer, après ça peut être un designer plus, mais à la base, il va plutôt utiliser par exemple pour remplir le contenu avec du lorem ipsum,
qui est peut-être acceptable pour une première maquette, mais après un certain moment, en fait, on a tellement de cas d'utilisation suivant la donnée qui nous est donnée, vous avez compris le concept. L'idée, c'est qu'on a tellement de cas d'usage différents qui fait qu'un lorem ipsum dans un fichier Sketch ou autre, c'est plus suffisant pour le développeur pour savoir comment bien coder sa UI. Parce que bon, à la base, on a simplement peut-être du texte ou une image, on l'écrit en XML ou autre suivant la plateforme, et au fur et à mesure, on a de plus en plus de cas différents. Et c'est là où on se rend compte que la technologie qui nous est offerte, elle est juste extrêmement limitée. Et quand une technologie est limitée, alors ou on essaie de faire des outils par-dessus, et plus ou moins on essaie de bricoler de cette manière-là, ou tout simplement ce overhead, comment on dit en français? C'est surcharge, voilà. Surcharge dans ce cas-là. La surcharge, elle est donnée au développeur. Donc c'est au développeur, lui, de bien s'organiser, parce que la plateforme, elle a mal été pensée, ou du moins, elle a été pensée pour un cas d'usage d'époque qui n'est plus d'actualité. Alors voilà, React, ça a été le premier qui a ramené énormément de ces concepts de Declarative UI. Vue est extrêmement populaire, il en a aussi énormément de ces concepts, et je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui ont eu du mal à faire la transition de jQuery pour aller à React, parce que d'un côté, certains étaient simplement des intégrateurs, faisaient quelques animations, pas plus, et d'un coup ils deviennent des software engineers où ils sont censés avoir énormément d'algorithmiques côté client, et le web n'a pas été prêt pour ça. Donc il y a eu des personnes qui ont pu passer le gap avec React, d'autres qui se sont sentis plus à l'aise avec Vue. Et récemment, il y a Svelte, qui est une autre implémentation qui a été faite par une autre personne. Je crois que c'est la personne qui a créé D3. Je pense qu'il s'est loupé avec D3 et avec son API. Et là, il s'est dit, bon, ok, plus jamais, je vais faire quelque chose de mieux. Mais ici, l'idée, c'est vraiment que vous avez l'opportunité d'écrire de la déclarative UI sur du front-end. Et ça existe depuis pas mal d'années déjà. Encore une fois, dans le monde du web, pas mal d'années, ça veut dire 5-6 ans, quoi. Et c'est bien de voir cette évolution-là, mais ce n'est pas la seule plateforme qui a eu cette évolution, cette mutation, si je peux dire. Là, c'est du code React, ça ressemble à ça. On a un composant, un shopping list, qui étant un composant React, et dedans, on va avoir une méthode qui, imaginez ici un override, hein, on essaie de faire les choses suivant le langage, qui s'appelle render, et on va retourner une sorte d'arbre de composants, une hiérarchie de composants. Et ici, on a des éléments HTML qui peuvent prendre en entrée du code qui nous a été donné ailleurs. Alors, this.props.name, dans ce cas-là, pour les personnes qui sont encore perdues, c'est une conf sur du Kotlin, hein, c'est juste une petite présentation pour me mettre dans le bain. Les this.props, ce sont des paramètres qui nous sont donnés aux composants. Et on les récupère via cet attribut-là. Donc on peut donner à notre UI, qui est censé être de base statique, un côté dynamique qui est compréhensible juste en lisant le code. Et la particularité ici, c'est qu'à chaque fois qu'on va changer cette propriété, notre code sera réexécuté. On va avoir un redessinage de la vue qui va prendre en compte ce paramètre qui nous a été donné. C'est la principale différence entre le déclaratif et l'impératif, du moins dans la UI, on ne va pas avoir des fonctionnalités, des méthodes comme setText ou autre pour pouvoir changer notre composant. On va juste donner des données en paramètres et la UI est censée être dessinée de cette manière-là. Ce qui permet demain, de s'assurer que si on va donner tel paramètre dans nos tests unitaires, parce que tout le monde écrit des tests unitaires, hein, on va pouvoir avoir la même sortie et éviter ainsi d'avoir des statuts intermédiaires où on a peut-être loupé d'appeler une certaine fonction pour pouvoir dessiner notre composant. Le desktop aussi, il a changé. Alors je sais que ça se fait de moins en moins des clients lourds en desktop, mais on a quand même actuellement, en fait c'était même le premier, c'était le premier à faire cette mutation-là. Ça remonte à 2009 avec Qt, je ne sais pas comment on l'appelle. Vous avez le langage QML qui a été une sorte de pseudo-langage qui a été créé par Qt. Il faut vraiment que je sache comment ça s'appelle ce mot-là, Qt. Bon. Où en fait on a une sorte de syntaxe qui ressemble à un mix d'XML, un peu de la même manière que je vous ai montré maintenant avec React, qui permettait d'interagir avec cette librairie UI. Donc pour faire de la UI en multiplateforme, ça marche sur Mac, ça marche sur Linux, ça marche sur Windows. C'est moche, mais ça marche.
Et ici, l'avantage, c'est que, encore une fois, on lit le code, on comprend quelle est quelle est la même manière qu'on peut lire une image, comment le cerveau interprète une image. Ici, on va interpréter le code de manière humainement possible pour comprendre comment la UI est dessinée. Et ça a été introduit en 2009. Bon, Qt, à ce moment-là, ils avaient des difficultés, je pense, à promouvoir leur technologie. Et c'était le même moment où on avait Chrome qui était introduit, les web apps, le Web 2.0, le futur, blablabla et compagnie. Je ne vais pas refaire l'histoire, mais c'est à ce moment-là où en fait il y a eu de moins en moins d'attrait à faire des applications lourdes sur desktop, mais la technologie était bien présente. Je suis sûr qu'il y en avait d'autres avant, j'ai pas eu l'occasion de chercher un peu plus, mais la Declarative UI, malgré que ça revient un peu à la mode actuellement, c'est vraiment un concept assez ancien, c'est pas nouveau. Et pour les personnes qui voulaient un peu évoluer leur UI, il y avait aussi la possibilité de l'interagir avec du code JavaScript pour compiler des binaires en C, C++. Pardon, C++. C'est un mix de technologies un peu spécial, un peu chelou, mais pour l'époque, c'était vraiment une prouesse technologique qui était possible et qui permettait aux développeurs d'avoir cette flexibilité du langage, parce que même si c'était possible de faire ça en C++ directement avec Qt, c'est toute une autre histoire de dealer avec du C++ et écrire de la UI dans ça. Le fait qu'il y ait autant de burn-out dans le monde du jeu vidéo me dit que le C++ c'est peut-être pas le meilleur langage. Ça a peut-être les meilleures performances, mais après c'est une autre histoire en termes de viabilité, d'expérience utilisateur. Après il y a Flutter. Alors Flutter, j'ai une petite relation spéciale avec Flutter parce que ça vient de ma boîte. Bon, je peux pas prendre je représente pas toute la boîte, mais Dart c'est un langage spécial dans le sens où il apporte des aspects très intéressants à l'époque où il a été sorti. Il a été pensé d'abord pour du web, il a été finalement refourgué pour autre chose. En poétique, ça s'appelle du parachutage. Ici, c'est une sorte de syntaxe Java simplifiée, mais qui est extrêmement verbeuse à la comparer à du Kotlin. Mais pour des applications métiers simples, qui ne proposent pas une expérience native complète, je trouve que ça reste quand même une excellente solution. Parce que Flutter, ça marchait à la base sur du mobile, mais récemment, ils ont aussi annoncé un support pour du desktop et pour du web. Après, encore une fois, vous n'avez pas une expérience complètement native, vous ne pouvez pas complètement interagir. On est obligé d'avoir des bridges par-ci, par-là. Je sais qu'il y a de gros défenseurs de Flutter. J'insulte pas la plateforme, hein, ça reste quand même le truc de ma boîte. Mais je trouve que ça prend un cas concret précis qui est de dire tout simplement des applications métiers qui sont principalement dans l'affichage de listes, l'édition de formulaires, mais il ne faut pas aller avoir les plus belles animations, le truc le plus fluide possible. On reste quand même à avoir une VM, du moins sur du mobile et sur du desktop, une VM qui est implémentée à l'intérieur, qui va pas exécuter le Dart parce que le Dart est déjà en code machine, mais on aura tout le moteur 3D en fait qui va dessiner toute notre application. Donc ça reste quand même assez gros pour une application qui a juste besoin de dessiner quelque chose de simple. Mais l'avantage c'est qu'ici on ne dépend pas du système d'exploitation, on s'assure que le rendu est le même partout. Et c'est toute la promesse d'une multiplateforme. Alors je pense que Qt et Flutter ont réussi à répondre à cette demande-là, mais avec la petite étoile sur le côté, à dire, bon, vous attendez pas à la meilleure UI pour autant. Par contre, encore une fois, pour des applications en interne ou entreprises, où là, le design a été tellement euh, abandonné depuis des années, c'est un vent de fraîcheur. Ah, j'ai raté mes animations. Alors, ça, c'est du QML. Si vous voyez un peu la syntaxe, on a ici une sorte on peut penser à du DSL un peu à la Kotlin, avec juste un peu trop de points. Et ici, on peut avoir un minimum de logique ici, dans le sens où on peut positionner notre image à une certaine partie de notre canvas en recevant en paramètre. C'est lisible pour le fond ou pas? C'est bon? Ok, cool. Donc voilà, la syntaxe est assez compréhensible. Après, comme je vous disais, elle est extensible en JavaScript. Il y a des fonctionnalités un peu plus avancées, mais je n'ai pas essayé de chercher plus loin. Je sais que c'est disponible, donc si vous êtes intéressé ou curieux, vous pouvez aller faire un tour. Et ça, c'est du Flutter. Ça fait mal, hein?
Alors, j'aime bien charrier, mais encore une fois, à l'époque, quand ça a été annoncé, et je pense jusqu'à maintenant, l'idée d'avoir ce même code qui marche tant sur iOS, sur du desktop, sur du web et sur de l'Android, ça reste une prouesse technique énorme. Après, encore une fois, ne choisissez pas une technologie juste parce que vous kiffez la technologie. Il faut, à la fin, ça ne sera pas vous l'utilisateur, hein, parce que c'est bien de s'amuser à écrire le code, mais si finalement c'est pas vous l'utilisateur et la personne va souffrir en face parce qu'il n'a pas l'expérience auquel il s'attend, c'est pas top. Par contre, encore une fois, quand c'est contraint, quand on sait dès le début le use case et il est assez basique, ça vaut largement tout ce que vous pourrez essayer de faire avec Kotlin actuellement. Et qui sait, dans le futur, on peut toujours rêver. Et même Apple, ils ont fait un truc. L'objectif C, vous vous rappelez cette torture mentale pour ceux qui ont essayé? La principale chose pour moi, quand j'avais fait du peu de fois où j'avais touché tout ce qui est développement iOS et même macOS, c'est qu'il y a ce mix un peu super chelou entre avoir l'éditeur, donc l'éditeur de code et l'éditeur d'interface, et pour pouvoir avoir accès à un de vos boutons. Après, peut-être j'ai pas compris, mais ça veut dire que c'est la doc qui est pourrie. Vous deviez drag and drop le bouton de votre interface dans votre code pour avoir une référence sur une sorte d'IB outlet, quelque chose comme ça. Et je me dis, mais qui a pensé ça? Je veux dire, à quel moment on s'est dit, tu sais quoi, j'ai mon navigateur, je vais prendre mon bouton HTML pour le mettre dans mon code pour avoir une clé dessus. C'est complètement, ça n'a pas de sens, pour rester poli. Ça n'a pas de sens. Et heureusement, ils ont compris leur erreur. Donc, SwiftUI, c'est un projet qui a été fait par Apple, qui vous permet d'écrire seulement Swift, donc encore une fois, bye bye Objective-C, et qui vous permet d'écrire de la UI de manière déclarative aussi, de la même manière que je vous ai présenté jusqu'à présent avec React.js, Qt ou autre. Swift, malgré que je suis un grand fan de Kotlin, ça fait partie de ces nouveaux langages qui est assez plaisant quand même à écrire, à comparer avec du TypeScript. Si vous n'allez pas trop dans les interfaces, avec du C#-like, ça reste quand même un langage plaisant. Et si on a un langage compréhensible qui n'utilise pas des crochets pour appeler une fonction, hein, Objective-C, et qui est finalement utilisable, qui est compréhensible. Et je pense que c'est un point clé dans la manière dont vous pensez à créer une application ou un projet au sein de vos entreprises, c'est que vous pourrez trouver peut-être votre langage préféré comme du OCaml, du ReasonML ou autre, ou du Rust par exemple, où il peut y avoir des avantages à utiliser un langage de niche parce qu'il répond à un problème spécifique et il est beaucoup plus performant ou plus pratique ou autre. Mais après, il y a aussi le fait il y a la difficulté à recruter. Il y a aussi la difficulté à essayer de convertir vos pairs, à convertir vos collègues à ce langage-là. Swift, malgré encore une fois, je peux comprendre que la plupart des personnes ici font plutôt de l'Android, si je dis pas de bêtises, il y a aussi quand même du back. Il y a cette idée que ça reste un langage où, malgré qu'il y a des différences avec Kotlin, chacun a sa propre grammaire, des fonctionnalités propres, on reste sur une grammaire assez similaire, qui est assez absorbable en termes de connaissances dans un temps assez réduit. Mais le souci, c'est seulement sur iOS 13 et plus. Sur Mac, je ne sais pas si c'est à partir de Catalina ou à partir de... ok, c'est le cas. Donc, il y a le fait de dire, vu la timeline d'Apple, c'est à peu près 2-3 ans jusqu'à que les téléphones arrêtent, jusqu'à que les gens changent de téléphone plutôt que d'arrêter de marcher. Donc, actuellement, c'est pas trop utilisable, à part si vous êtes assuré que tout le monde a la dernière version. Il y a encore quelques défauts en termes de concept, il y a quelques bugs assez importants, mais je trouve que malgré qu'encore une fois, je suis plutôt développeur Android, ça reste une expérience utilisateur en tant que développeur extrêmement aboutie pour ce qui est fait actuellement. Et de ce côté-là, c'est super. Mais peut-être pas Compose, on l'a annoncé avant, donc... En fait, je me suis loupé, mais comme une merde avec mes slides. Je suis désolé, ça a été enregistré. Alors, la syntaxe ici, même si les mots-clés peuvent un peu changer, on est sur quelque chose d'assez similaire. On a une liste qui prend en entrée, encore une fois, des paramètres, comme j'ai pu vous montrer avec React.js ou autre. Horizontal stack, imaginez ça, une sorte de galerie horizontale, où dedans, on va avoir une image avec les paramètres qui nous sont donnés en entrée, avec un texte, un spacer, c'est une sorte de tu me prends le vide, quoi.
Et après, finalement, et je pense que c'est là qui est extrêmement intéressant par rapport à d'autres plateformes ou librairies qui sont lancées dans la déclarative UI, SwiftUI, de la même manière que Jetpack Compose, permet d'avoir du code dans de la UI à un niveau beaucoup plus fin, dans le sens où on peut avoir des if et des else directement dans notre code, au lieu d'avoir quelque chose qui apparaît simplement au niveau du root, ce qui permet de, tout simplement, on lit du code, la UI est du code, et on comprend directement quel est l'objet de la UI. Et s'il y a un souci, ou s'il y a un problème, ou si la UI n'agit pas de la même manière qu'on s'attend, c'est tout simplement un problème au niveau de ce code, et c'est pas un side effect quelque part qu'on a dû zapper ou oublier. Et je pense que ça, c'est vraiment clé de la manière dont on pense à créer de la UI de manière déclarative. La UI déclarative existe aussi en Android, même si on a annoncé Jetpack Compose, ça existait déjà en fait depuis un petit moment. C'était des librairies, des frameworks qui ont été faits par d'autres entreprises. Il y avait Anko de JetBrains, qui est toujours disponible, hein. Le projet est toujours mis à jour, peut-être pas aussi intensivement qu'il était à l'époque, mais je vais vous montrer des morceaux de code où on peut tout simplement écrire de manière déclarative de la UI Android, comme ça c'est éviter tous les fichiers XML qui font peur. Donc c'est un Kotlin DSL, donc de cette manière-là, comme ça a été présenté précédemment pour les personnes qui étaient là au talk précédent, c'était sur Spring. Voilà. Alors Spring a une API assez riche, tout comme je pense aussi la UI d'Android, ce qui on peut se perdre assez facilement à savoir quels sont les bons paramètres à écrire, etc. Alors certes, on a l'autocomplétion qui est disponible, mais ici on a un DSL qui nous permet d'être restreint et d'écrire du code de manière efficace. Et on gagne en termes de productivité ce côté-là. Et ils ont aussi des helpers pour vous aider à, je pense, à créer des intents, des dialogues, tout ça. Tout ça, en fait, pour avoir une expérience de développeur beaucoup plus poussée, beaucoup plus aboutie que ce qu'on a actuellement, en fait. Et on a Litho de Facebook. Litho, c'est extrêmement intéressant de l'approche qu'ils ont amenée. Je pense qu'ils ont poussé au potentiel de la plateforme, mais après, il y a quand même des morceaux manquants. Et ici, on a en fait un framework complet qui prend en compte tout le développement de la UI. Et je pense que dans l'application Facebook même, il y a énormément de parties qui ont été créées avec Litho. Il y a l'idée de faire du layout de manière asynchrone. Donc, on sait tous que le main thread, on a toujours du mal à trouver un peu de temps pour pouvoir mettre quelque chose assez consommateur en termes de ressources. Et ils ont pris ça en compte dès le début. C'est quelque chose sur lequel on travaille dans Jetpack Compose, j'y reviendrai. Oui, ça reste une conf sur Jetpack Compose, hein, attendez juste un peu. Le trailer, il met juste un peu trop de temps. Et l'autre idée qui est assez intéressante, c'est que pour les personnes qui ne font pas du constraint layout, par exemple, les personnes qui ne sont peut-être pas habituées à faire de la UI sur Android, ou je pense que j'aurais dû commencer par ça. Qui fait de l'Android ici? Bon, en fait, j'ai rien besoin d'expliquer, quoi. Bon, ok. Ici, l'idée, c'est au lieu d'avoir des wrappers un peu partout, on va avoir directement tout qui sera mis à plat, ce qui va éviter des cycles de rendu par le processeur qui vous fera économiser en termes de performance et de consommation tant de RAM que de CPU. Alors tout ça c'est prêt, mais j'ai l'air d'un con maintenant. Ça c'est du Anko avec de JetBrains, donc on reste sur une syntaxe un peu. Pour être honnête avec vous, je ne l'ai pas utilisé, donc j'ai juste vu un peu à quoi ça ressemblait. Donc j'ai pris le code directement de GitHub. Mais ça reste quand même une syntaxe assez compréhensible. Et je pense que si vous créez de la UI à la volée, ça vous permettra d'éviter à faire ça avec l'API du UI Framework sur Android, et c'est toujours plus plaisant à écrire. Et ça, c'est du Litho, je trouve beaucoup plus verbeux, mais qui propose, comme je vous ai montré, des fonctionnalités un peu plus avancées. Mais encore une fois, ça reste quand même des frameworks, des librairies de niche. Si vous avez un cas précis, ça a du sens. Si vous faites juste de la UI comme d'habitude, restez sur du XM jusqu'à quand on ramène Compose. Et quelque chose que j'ai pu voir entre la team qu'on a chez Google, ce qu'on a chez Facebook, ce qu'on a chez Apple, même Microsoft qui a une sorte de fork de React Native et qui l'utilise dans de grosses applications chez eux.
Je sais que Office a une partie qui a été développée en React Native. Ça a l'air fou, mais on a plus de 100 ans de développement qui seront effectués la même année. Je sais que, du moins chez Google, entre l'équipe Flutter, malgré que c'est Flutter, je sais, et l'équipe de Jetpack Compose, on a déjà des dizaines d'employés qui travaillent à temps plein sur ce projet-là. On a la même chose chez Facebook, on a la même chose chez Microsoft et chez Apple. Autant d'années de développement, c'est pas simplement des produits qu'on aboutit, c'est aussi des concepts, c'est des philosophies, c'est tout un environnement qui a autant de ressources en même temps, c'est juste parfait pour la communauté. Donc c'est pas une question que de hype, que de dire ah bah ouais parce que tout le monde fait ça, on est obligé de follow. Encore une fois, la Declarative UI c'est quand même quelque chose d'assez vieux. C'est quelque chose qui est maintenant un peu endorsé. Endorsé, ça se dit en français? Endorsed. Qui a été accepté et même promu par ces grandes entreprises. Et il y a quand même un intérêt grand de la communauté à voir la popularité de toutes ces librairies-là. La Declarative UI, il faut que vous le pensez comme la UI, c'est du code, comme je vous l'ai mentionné. Vous prenez une entrée et vous dessinez. Votre fonction est plus ou moins hydratée de paramètres. Donc, c'est une sorte d'arbre qui va prendre de l'eau en entrée et qui va sortir des fruits en sortie. Il ne faut pas penser plus bête que ça. Si vous pensez oui, mais vous êtes déjà en train de faire une erreur. Donc, c'est des pures fonctions. On n'a pas de side effect. Encore une fois, à tester, il n'y a rien de mieux que des pures fonctions. Parce qu'encore une fois, on n'a pas besoin de prendre en cas tout un contexte, d'avoir énormément de pre-test et d'after-test. Ici, on a une fonction, elle prend une entrée, elle donne la même sortie. Ce n'est pas que de la hype, il y a une vraie utilisation. Et je pense, ça c'est aussi un autre point clé, c'est que ça a déjà été créé de la Declarative UI, mais de la manière dont on le fait maintenant en 2019, ben, on a énormément de form factors. On n'a pas tout simplement du desktop ou du web, on a du mobile, on a des foldables, on a des montres, on a des télés, on a des consoles beaucoup plus réduites. Donc on a une énormité dans l'écosystème d'écran, dans l'écosystème d'usage. Et ces sortes de frameworks, ces sortes de philosophies maintenant de Declarative UI prennent ça en compte dès à présent. C'est pas quelque chose, oui, bon, on va y penser dans le futur, c'est quelque chose qui est présent. L'autre partie, à chaque fois qu'on parle des Declarative UI ou autre, on dit oui, mais à l'époque, c'était facile de le faire et compagnie. Oui, mais à l'époque, on n'avait pas de la densité de pixels aussi importante, on n'avait pas autant d'animation, on n'avait pas quelque chose d'aussi abouti. On avait quand même des UI moches à l'époque. Je ne sais pas si vous vous rappelez, on avait Eclipse, on avait des téléphones Nokia. Vous vous rappelez de ça? Bon, on a évolué quand même. Et la dernière chose, et je pense que ça c'est vraiment un point important, et vous le voyez à peu près dans toutes les boîtes, c'est que maintenant le développeur, c'est pas la dernière personne auquel on va penser. C'est vraiment un point clé de l'expérience. Si l'API, si la librairie, si l'outil est bon, le reste de la communauté va prendre. Et c'est pour ça qu'on voit une adoption aussi importante de Kotlin. On a quand même JetBrains qui sort des outils énormes. Je veux dire, tout ce qui est IntelliJ et ce qui est finalement dans Android Studio, ça a quand même une expérience de malade à comparer du plugin Eclipse. Je ne sais pas si vous vous rappelez aussi. C'était de la violence, ça. Petite blague à part, récemment j'ai vu un tweet, ça n'a rien à voir, hein, mais ça me fait penser dans l'expérience développeur. Il y a une banque en Italie qui a une API, il travaille avec des partenaires, et si l'API bug, il retourne une erreur, pas sous forme de JSON ou de texte, mais un PDF. Donc il fallait ouvrir le PDF et lire l'erreur. Donc vous voyez ici l'expérience développeur, eh ben, je vous dis même pas le reste après, quoi. Alors de notre côté, nous, bon, on s'est dit, faut faire un effort quand même, hein, parce qu'Android, ça fait un moment, on l'a pas délaissé, mais c'est juste, on avait d'autres priorités. On a essayé d'améliorer du mieux que possible. On avait quand même les support libraries, on a toutes les librairies qui nous ont été données maintenant dans Jetpack. Je pense que ça, c'est quand même une bénédiction, quand même, les gars. Et je pense qu'il y a vraiment un point clé qui a été demandé par la communauté développeur. Alors là, je vous le dis, ça sonne un peu corporate, mais en interne, je vois la différence et je vois les équipes qui n'ont pas encore atteint ce degré de collaboration avec la communauté. L'équipe Jetpack écoute énormément ce que vous dites. On lit constamment sur Slack. On ne répond pas tout le temps, hein, mais on lit énormément sur ce qui se passe sur Slack, les différents Slack, même le Slack français. On lit énormément sur Reddit, on lit énormément sur Twitter, et on se partage énormément les articles qui passent sur Medium, surtout ceux qui nous critiquent.
Après, si c'est juste du pur troll, bon, Reddit on en a déjà énormément, mais on essaie de lire en interne et on essaie d'interpréter, on essaie de trouver des solutions à vos soucis. Et la manière dont on a essayé de faire ça, c'est de dire, ben, on va essayer d'enlever le maximum de composants qui sont liés au système d'exploitation. Et c'est ce qui a été donné avec Jetpack, et c'est quand même assez fou, de dire tout simplement, bah, cette librairie, si vous la mettez à jour, elle marchera quand même, quelle que soit la version d'Android. Bon, faut pas pousser les mémés dans les orties, en dessous de 4.4, faut pas déconner, quoi. Et encore 4.4, faudrait déjà un peu le pousser. Donc on écoute énormément la communauté et je remercie énormément toutes les personnes qui ont créé des issues dans Buganizer. Je sais qu'on a un outil moche, mais affreux. J'ai même eu du mal moi à l'utiliser. Mais à chaque fois que vous créez un outil et pas tout simplement hey, ça marche pas, tu peux m'aider, mais avec un peu plus de détails et du code, c'est ce qui est utilisé en interne pour essayer de comprendre pourquoi on prend la forêt à ce moment-là précisément. Ça a l'air un peu bête, on dit bon, c'est quand même Google, il pourrait se débrouiller tout seul, mais en fait il y a tellement de cas spécifiques et c'est à vous. C'est vous qui l'expérimentez au quotidien. C'est avec ça qu'on peut essayer d'améliorer et d'avoir de meilleurs produits de notre côté. Et l'autre partie, c'est que on est maintenant dans tout ce qui est Jetpack, on met dans l'open source directement. Alors, je sais que tout Android est open source, mais on avait quand même le fait d'attendre que la sortie de l'OS sorte. On attend quelques mois pour avoir tout le code source. Là, c'est dès le début, même avant même d'avoir une alpha, ce qui est le cas de Jetpack Compose, on met déjà le code open source, juste pour avoir votre feedback, juste pour avoir votre vision des choses. Et à comparer de sortir une stable chaque je ne sais combien d'années, on a sorti des alphas et des bêtas, et on a sorti des alphas et des bêtas, et on a sorti des alphas et des bêtas peut-être un peu trop. On s'est loupé sur ce point-là, je sais qu'on sort un peu trop de release, mais on essaie vraiment de s'améliorer de ce côté-là. Donc maintenant, tout ce feedback-là, toute cette conscience-là, toute cette philosophie-là, on l'a pris directement dans Jetpack Compose. Si vous attendez à un talk sur comment faire du Jetpack Compose, vous êtes loupé. Hein. Je vous le dis maintenant, c'est un peu tard, mais je vous le dis. Le problème, quand à chaque fois on essaye de penser au state, le state, on trouve que c'est pas une sorte d'ennemi, mais c'est souvent un point de confusion, et c'est là où la plupart des gens se loupent. Alors, on a des outils un peu comme, on a des manières de faire, on a tous ces philosophies, MVP, MVC, MVVM, MVI. Chacune a ses avantages, chacune a ses inconvénients, mais c'est vraiment parce que derrière, en fait, on a pas une architecture bancale, mais on a une architecture, encore une fois, qui n'a pas été pensée au potentiel auquel on lui donne actuellement. Donc finalement, on a cette couche d'abstraction qui à chaque fois essaie de pallier au manque du framework. Et le problème de ces architectures-là, c'est qu'elles résonnent sur le fait que tout est censé être clean, ce qui n'est pas du tout le cas. Et on a toujours ce problème, quelle est la source de vérité? Est-ce que c'est notre view model? Est-ce que c'est le state de notre composant? C'est la première source de bug à chaque fois qu'on écrit une application, c'est qu'on ne sait pas qui est à jour et qui a tort et qui a raison en fait. Et à partir de là, on ne sait pas aussi qui va donner les ordres, qui essaie de récupérer, qui a une sorte d'ownership sur le state. Cette partie-là, c'est assez confus. Et qui le met à jour? Est-ce que c'est à partir du composant que ça se met à jour et après ça remonte au view model? Ou est-ce que c'est le contraire? Ou est-ce que finalement on passe par un contrôleur et ça porte à confusion? Et le problème, c'est que tout ça, toutes ces sortes de manières de faire, assument que derrière, on a quelque chose de stable, de bien, de cool. L'Android Framework, c'est pas le cas. Ou du moins, encore une fois, il y a un énorme legacy qui, à l'époque, il n'a pas été pensé pour ça. Et le problème, c'est qu'on a maintenant, par exemple un edit-text. Edit-text a son propre state auquel on ne peut pas accéder. Et c'est seulement quand l'utilisateur va écrire quelque chose à l'intérieur qu'il va vous prévenir via un listener. Donc, par exemple, si on veut s'assurer de remplacer, par exemple, je ne sais pas moi, tous les E avec un E accent aigu, je ne sais pas, vous avez un délire. On va dire qu'on va essayer de l'implémenter. Vous êtes obligé d'attendre d'avoir un retour de l'edit-text, de changer son state, alors que son state est déjà mis à jour, il est déjà dans la UI, c'est juste, on a le temps, vu qu'on a quand même des processeurs assez rapides, de mettre à jour ça, de dire non, en fait, je voulais pas que tu écrives le E, je veux le mettre en E accent aigu avant de pouvoir l'écrire dans mon edit texte. Et ça doit se passer avant les 19 ou 18, pardon, les 17 millisecondes pour s'assurer d'avoir les 60 FPS. Et ça, à chaque fois, et en plus, quand vous allez pouvoir éditer votre edit texte,
il va encore une fois appeler votre callback et là vous dire ah non en fait je t'ai déjà appelé, j'ai pas besoin de ce que tu me dis. Donc on a ce problème où tout le monde se parle en même temps et tout le monde veut utiliser tout en même temps et on est complètement confus. Et le problème, comme je vous ai dit, on a les Android widgets actuels. On est obligé de lui demander dis-moi quand tu as changé ta valeur, dis-moi quand il y a une action qui a été faite sur ton composant, pour pouvoir l'éditer, pour pouvoir ajouter notre logique et finalement lui répondre derrière. L'idée en Declarative UI, c'est d'avoir une seule source de vérité. Ça a l'air une sorte de conférence religieuse, ça ne l'est pas. On reste sur de la UI ici. C'est d'avoir un seul composant. Je pense actuellement, si vous utilisez du MVVM, ça serait possiblement votre view model. Parce que votre view model, en plus, il a l'avantage d'être complètement indépendant de votre vue. Si demain vous avez une autre implémentation, normalement votre code dans votre view model n'est pas censé changer. Il a simplement de la donnée et de la logique et il va retourner ça à votre vue qui va le dessiner. Seulement le propriétaire, donc ici on va penser le view model, va avoir l'ordre, ou du moins le monopole de donner des ordres, de dire aux autres, ben, tu vas te mettre à jour, tu vas te redessiner et autres. Et c'est aussi ce propriétaire-là, ce owner, qui va écouter tous les événements, qui va faire sa logique, et après qui va redessiner l'arbre, et pas le contraire. Parce que si vous faites le contraire, vous ne savez pas qui a émis la petite modification, et c'est plus maintenant à votre code d'être une sorte de scotch pour essayer de comprendre à quel moment ça a changé. Alors là, j'ai fait un petit schéma, je suis assez... Ok. C'est 5 ou 10 ? 5 ? Ah ouais, merde, ok. J'ai un peu trop parlé. Hein. Alors ici, comme je vous ai dit, on reçoit la donnée, elle est donnée par votre view model ou par votre contrôleur, par une entité supérieure, qui va le descendre au fur et à mesure dans votre arbre. Donc le premier écran, votre app ou votre screen, va avoir ça en paramètre. Va le donner ici, par exemple, une sorte d'application de presse, va donner ça à son newsfeed, qui après va lui donner aux différents story widgets que vous avez au sein de votre application. Et si quelque chose est cliqué, édité ou modifié dans votre story widget, ça va repartir dans l'autre sens. C'est ce composant-là, puisque lui a été cliqué, lui reçoit l'événement, il va le donner à son supérieur, qui est le newsfeed, qui va le donner à l'écran, qui va finalement être donné à votre view model, votre contrôleur ou autre, pour faire le choix. Une fois que j'ai cet événement, qu'est-ce que je suis censé faire? Plutôt que d'avoir sa propre logique et dire « Eh, au fait, j'ai été cliqué. » Eh ben, j'ai copié la slide. On va passer. Hein. Oula. Ah, voilà. Alors, Jetpack Compose, c'est un UI, c'est un déclaratif UI runtime. Je vais aller un peu plus rapidement, vous pouvez me poser des questions après. C'est inspiré par React, Litho, Vue et Flutter. Je sais, c'est peut-être pas les meilleurs, mais on a eu les bonnes idées de chaque côté. C'est aussi un compilateur côté plugin. C'est un compilateur Kotlin via un plugin. Ça a du sens, je pense. Et c'est aussi un UI to-click complet. Donc, ce que vous avez existant, ça ne va pas mourir, ça va être supporté, ça va être mis à jour. Mais on s'est dit, au lieu de reprendre les erreurs du passé, on va avoir un UI toolkit complètement nouveau. Certes, avec une bonne API, vous inquiétez pas, on va faire dans les bonnes règles. Et c'est complètement indépendant du système d'exploitation. De ce côté-là, vous n'avez pas à vous soucier de mettre à jour, d'attendre que tout le parc aura bougé vers cette version-là. Dernier truc, à comparer dans ta gueule SwiftUI, ça marche avec vos vues existantes. On n'est pas des gentils. Super expérimental, attendez les trucs, mettez pas sans production, c'est une super mauvaise idée. Alors le code, ça ressemble à ça. Fou, encore 4 minutes. Le code, ben, c'est un peu lisible pour le fond, c'est bon. Vous avez tout simplement une fonction qui prend une annotation qui s'appelle composable, et ici, dedans, on appelle en fait des fonctions qui nous sont données par ce UI toolkit. Vous avez texte, vous avez image, vous avez liste, vous en avez d'autres qui vont être fournis au fur et à mesure. Et au lieu d'avoir tout simplement une énorme classe view avec 29 000 lignes de code comme ce qu'on a actuellement, vous avez juste à prendre les fonctionnalités dont vous avez besoin et avoir du code au plus concis que possible. Comme ça, c'est plus facile à tester, c'est plus facile à lire, et ça ne vous coûte rien de créer une autre fonction. Et vu qu'on est aussi cool et qu'on a un compilateur plugin, donc on peut avoir des fonctionnalités un peu plus avancées, au lieu d'avoir un recycler view, quelque chose un peu chelou, un list adapteur ou autre pour avoir une liste, on peut tout simplement avoir une for loop, écrire du code et ça va vous donner ce que vous voulez.
Ça ne s'arrête pas à des for loops, vous pouvez avoir des listes, vous pouvez avoir une logique complète. Tout ça sera mémorisé à votre place, dans le sens où ici on va essayer de trouver le delta qui est différent dans chaque vue. Donc ici la comparaison, ou du moins la condition qui fait que tel composant ça sera dessiné de cette manière ou pas, sera ici list isEmpty. Et nous on va derrière mettre une sorte de système de cache. Et vu que c'est un plugin côté compilateur et pas tout simplement une librairie via une annotation, on pourra pouvoir détecter ce changement, cette modification de valeur et mettre en cache ça pour vous. Donc ce n'est pas à vous d'avoir un système de cache extérieur, on va le faire à votre place. Et encore une fois, au lieu d'avoir une énorme vue avec 29 000 lignes de code, ici vous avez un condensé de logique qui peut être exporté dans une autre fonction. Et ici, tout simplement, on va avoir une story widget où on va pouvoir séparer. Et encore une fois, l'idée, c'est d'avoir des composants les plus petits possibles parce que c'est plus facile à tester, c'est plus facile à lire, c'est plus facile à écrire. La même chose, pourquoi s'embêter avec le recycler view, l'adapteur et compagnie? Franchement, ça fait peur. L'API, quand je l'ai écrit la première fois, je fais ça fait mal, quoi. Ici, on pourrait tout simplement avoir un scrolling list qui va donner ce fonctionnement de scrolling et qui va prendre en paramètre notre liste, et on pourra dessiner les composants, et derrière, toute la logique sera mise en place. Je vous ai montré du code, ça ne veut pas dire que l'API finale ressemblera à ça, mais ça vous donne un ordre d'idée. Alors, je suis bon, hein. Get ready, set, go. Maintenant, comment se préparer à Jetpack Compose? Si vous avez des find by ID, enlevez-les s'il vous plaît, parce que c'est juste une misère pour nous, c'est une misère pour vous aussi. Parce que pour pouvoir trouver l'ID en fait au sein de la vue, c'est quelque chose d'extrêmement coûteux. Ça a l'air con, mais c'est extrêmement coûteux. Deuxième chose, utilisez plus possible le ViewModel. Ici, ce n'est pas l'idée que le ViewModel, c'est l'apanage, c'est la meilleure des solutions, mais c'est surtout que c'est complètement indépendant de l'implémentation de la UI. Si demain, vous utilisez du Flutter, si Flutter devient Clutter, si on pouvait écrire en Kotlin, ou vous utilisez une autre architecture, votre logique reste la même et elle est encore utilisable. Et c'est toujours ça de positif. Essayez de faire passer le maximum de données par le parent via les enfants plutôt que d'essayer d'avoir quelque chose d'assez chelou. On essaie d'avoir des side effects quelque part, un composant tout seul qui fait sa sauce à lui-même. Essayez vraiment d'être top-down. Je sais qu'en management, c'est pas bon, mais ici, c'est bon. Et finalement, se préparer à Compose, je ne peux pas te donner de date parce que c'est super confidentiel, mais je sais quand ça va arriver, donc je peux vous utiliser sur ça. C'est super cool, vous pouvez aller voir un tour. Le code, il est déjà sur AOSP. Je sais qu'on va travailler dans les mois qui viennent pour pouvoir vous laisser toucher, mais je sais que je ne peux pas te donner de date, malheureusement. Mais on a l'Android Dev Summit la semaine prochaine, j'y suis. Qui y va? Bon, on sera en solo. C'est super, mais on a surtout des talks. Je sais qu'on aura possiblement des talks. L'agenda est déjà en ligne sur Jetpack Compose. Si ça vous intéresse, vous pouvez voir le live stream. Sinon, vous pouvez poser des questions sur Twitter avec ce hashtag-là. On répondra du mieux qu'on peut. Merci Paris. Merde. On va couper au montage. Des questions ou pas? J'ai le temps ou pas? Une question. Allez, qui est le revenu? Vas-y. Merci déjà pour le talk. Est-ce que tu n'aurais pas un exemple d'un objet composable, d'un test d'un objet composable? Les tests, tester c'est douter, non? Non, je sais que les tests, c'est super early, on bosse encore dessus, parce qu'en fait, on a possiblement un système de rendu, parce qu'actuellement, c'est sur le main thread, comme ce qu'on a actuellement sur l'Android, mais on est déjà en train de penser, demain, est-ce qu'on ne peut pas faire du rendu sur plusieurs threads, et que ça passe via des coroutines, pourquoi pas et tout ça, ça impacte énormément de la manière dont on va écrire les tests. C'est pour ça qu'on ne veut pas s'avancer, tout changer et revenir, mais c'est sûr que ça va arriver, parce que on ne release pas sans test quand même. Un autre? Allez, un autre. Là, pas, vous la faites courir, quoi. Si vous avez des questions ou autres, posez-moi sur Twitter. On pourra toujours faire ça après. Vas-y. Oui, je demandais du coup, si on fait la déclarative UA et du ViewModel, qu'est-ce qui reste dans les activities maintenant? Rien. Rien. Des activités, c'est mal. Non, c'est surtout l'idée que demain, le code, il est facilement réutilisable, et si on le lie plus à l'activité, ça sera toujours
plus difficile à le bouger d'une place à l'autre. Donc l'activité, tout simplement, va gérer tout ce qui est autour du life cycle. Donc le fait de pouvoir envoyer des intents, les recevoir, cette partie-là sera liée encore à l'activité parce que bon, on ne peut pas faire autrement vu que c'est l'Android qui est comme ça. Par contre, pour de la UI, non, tu devrais plus en avoir. Et tant mieux. Ben, je reste ici, mais par contre, je ne pense pas rester au dîner. Donc si vous avez des questions, posez-les-moi maintenant. Je vais devoir retourner à Londres pour aller aux États-Unis après. Merci tout le monde.